Salut à tous, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel update lecture consacré à mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge, puisque je continue à bien lire pour cette challenge et puisque je suis ravie. Là, on est le 22 novembre et je crois que j'ai lu au moins une douzaine de livres, je sais plus exactement, mais en tout cas ça se passe bien. Je sais pas si je vais réussir à remplir toutes les catégories parce qu'en fait il y a des catégories où j'en ai lu 2 ou 3 de la même catégorie, mais qu'à cela ne tienne, je m'éclate et c'est tout ce qui compte. Je vais donc vous proposer aujourd'hui mon avis sur 3 des lectures que j'ai sorties durant ce challenge. Et je vais commencer avec Les Ombres d'Esver par Katia Lanero Zamora et paru dans la collection Naos aux éditions ActuSF. C'est un roman que j'avais découvert au Salon du Livre de Montreuil en 2018. J'y avais rencontré l'autrice et c'est elle qui m'avait parlé de son roman et ça m'avait beaucoup intriguée, mais j'avoue je ne m'attendais pas du tout à ce que j'ai lu et ça l'a vraiment fait. C'était assez génial, vraiment très particulier, très loin de ce à quoi je m'attendais, mais quand même très bon. Comme vous le voyez, quand vous voyez la 4e de couverture, on peut s'attendre à quelque chose avec une ambiance un petit peu gothique, etc. Et vous allez voir que oui, un peu, mais pas que. Je m'explique. Amaryllis est une jeune femme de 16 ans. Le seul domaine qu'elle connaît, c'est Esver, là où elle habite avec sa mère. Elle n'a jamais dépassé les grilles du château, elle n'a jamais été au-delà de la grande demeure, elle ne voit plus son père depuis des années et en fait avec sa mère elle apprend la botanique. Sa mère voudrait qu'elle intègre une prestigieuse académie de botanique et ne soit pas enfermée un petit peu toute sa vie à être la femme de quelqu'un. Et donc et bien voilà, Amaryllis ne sort jamais de cette demeure, elle étudie la botanique. Et toutes les nuits, elle doit prendre une potion pour l'aider à dormir parce qu'elle a d'affreux cauchemars, elle a du mal à s'en sortir, elle confond la réalité, le rêve, le jour et la nuit. Tout est un peu confus dans sa tête et donc eh bien, sa mère lui fabrique une potion qu'elle lui donne tous les soirs. Et la petite routine est ainsi formée jusqu'au jour où, pour une raison X, eh bien Amaryllis ne va pas prendre sa potion et va du coup découvrir ce qu'il se passe la nuit dans les murs d'Esver et peut-être aussi découvrir pourquoi elle est autant hantée par les cauchemars récurrents qu'elle fait. Pourquoi est-ce qu'elle se sent autant mal à l'aise dès que la nuit vient ? Beaucoup de réponses vont lui arriver, sauf que ces réponses sont difficiles à appréhender pour Amaryllis, qui va quand même se demander est-ce que c'est la réalité ? Est-ce qu'elle verse dans la folie ? Et nous-mêmes, on ne sait pas. C'est-à-dire que l'autrice va nous emmener dans quelque chose où elle va vous dire je vous propose ça. Ah mais attendez, peut-être que finalement c'est pas tout à fait ça, mais vous allez voir que, etc. Et j'ai totalement adoré. Je m'attendais à quelque chose de très sombre, très gothique. Alors non, pas spécialement. C'est une très belle plume, mais qui n'est pas indigeste. Hein. C'est pas onirique au point d'être indigeste. C'est très bien écrit. C'est du young adult. Hein, donc, par contre, c'est une young adult avec une belle plume. Hein. C'est pas du young adult plume classique. C'est vraiment une belle plume. Et alors, vous avez peut-être un petit côté gothique avec cette grande demeure, les deux femmes qui sont seules, la botanique. Elles ont trouvé une fleur extraordinaire. Voilà, le château, il est quand même, elles sont que 2 là-dedans, il est un peu décrépit de partout, enfin voilà, il y a un côté comme ça. Mais vous allez découvrir un autre univers. Le problème, c'est que je ne peux pas vous en parler parce que le roman ne vous dit pas du tout dans quoi vous allez partir quand vous lisez la 4e de couverture. Et c'est ce qui fait un petit peu toute la classe de ce roman, c'est que vous vous attendez pas du tout à ça. Donc voilà, vous allez verser dans quelque chose de totalement différent, il se passe des choses la nuit. Ça ne parle pas de vampires, puisque moi je croyais au début qu'on allait partir sur du vampirisme. Ça ne parle pas de vampires, ça ne parle pas de zombies ou de choses comme ça. Vous êtes dans quelque chose de totalement différent, mais j'ai adoré. Elle vous tisse une histoire qui va s'embriquer avec la réalité d'Amaryllis. Vous avez tout le passé d'Amaryllis qui va lui revenir, puisqu'en fait elle a fait des blocages sur certaines choses et qui vont se retrouver en cohérence avec l'univers de la nuit, etc. Alors ça paraît flou hein, ce que je vous dis, je sais, mais vous me comprendrez mieux si vous lisez le roman. J'ai été bluffée, il n'y a pas d'autre mot, j'ai été bluffée par l'originalité du roman, j'ai adoré. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai commencé à me prendre au jeu, que j'ai compris qu'il allait arriver quelque chose et tout,
franchement j'ai dévoré le roman, j'ai vraiment adoré. Pour le Pumpkin Autumn Challenge, j'ai aussi lu Dans la maison de Philippe Leroy, édité aux éditions Rajo. Alors c'est un roman, sur les 30 premières pages, lui et moi, on n'a pas été très potes au début et après j'ai adoré. Ici, vous allez rencontrer un groupe de 8 jeunes qui sont dans une école d'art appliqué ou je ne sais plus trop quoi. Et en fait, ils sont brillants. Voilà, et d'ailleurs c'est un petit peu pour ça qu'ils sont ensemble, parce qu'ils sont brillants. Mais c'est vraiment les gamins brillants mais très cons par excellence, vraiment le groupe qui se la pète. Et en fait vous avez un premier chapitre qui est fait pour découvrir ces ados et ils sont imbuvables. Voilà, je les ai pas du tout aimés et ça a été compliqué ce premier chapitre là. Quand j'ai vu à quel point ils pouvaient être arrogants, à quel point ils pouvaient être mesquins, enfin franchement je les ai pas trop aimés et j'avoue qu'au début, voilà, ce premier chapitre, pourquoi est-ce qu'on nous crée des personnages qui sont pas attachants? J'ai eu du mal. Deuxième chapitre, l'auteur vous fait un chapitre où il vous présente les 8 personnages, donc il vous fait un paragraphe par personnage, donc ça fait un peu un enchaînement de faits, et là vous êtes, si tout le roman est écrit comme ça va être très lourd, ça va être très chiant. Je laisse sa chance à la suite. Et donc en fait, dans ces 2 premiers chapitres, en tout cas je sais pas si c'est les 2 premiers, mais les tout premiers chapitres, enfin de toute manière je crois même que je vous ai échangé, je crois qu'on commence par vous présenter les personnages et après on vous dit en fait ce qu'ils décident de faire, et c'est là où vous comprenez qu'ils sont bons comme leurs pieds. Et donc l'un d'entre eux, dont les parents sont très riches, a une maison au col de Vence, et donc eh bien les jeunes vont décider de se faire une soirée entre eux, et ils en ont un petit peu marre des soirées classiques où tout le monde picole et tout, ils veulent faire autre chose, et donc ils décident de faire une soirée frisson. Et donc ils décident en fait de faire une soirée où chacun va devoir essayer de faire peur à l'autre. On n'oublie pas que ce sont des étudiants en art appliqué et ils sont très perchés quand même. Donc ils vont pas manquer d'idées. Ils décident de se retrouver là-bas et le jeu c'est que chaque fois que vous avez eu peur, vous devez boire 4 gorgées d'alcool. Donc comme ça tout le monde finit complètement murgé. Donc voilà, donc ça démarre en fait, les 8 arrivent là-bas et donc en fait ils commencent un petit peu leur soirée frisson, ils commencent à se faire peur, à créer des trucs et des machins. Et c'est là en fait où on comprend pourquoi l'auteur nous a créé des gamins insupportables, c'est-à-dire que pour que le livre fonctionne, il fallait que les ados soient quand même assez, de 1, soient assez barrés, et de 2, n'aient pas beaucoup de compassion, parce que si vous voulez créer quelque chose qui fasse vraiment du frisson dans le roman, il fallait que ces ados aillent loin. Et pour aller loin, pour qu'ils soient capables d'aller loin, à foutre la trouille à leurs amis et en rigoler, voilà, il fallait quand même qu'ils soient brillants certes, mais aussi un peu arrogants, qu'ils aient pas trop de compassion et qu'ils soient un peu cons sur les bords. Donc en fait, je sais pas trop comment vous expliquer, mais pour moi personnellement, tout s'est expliqué dans le récit de Philippe Leroy, tout s'est mis en place, j'ai compris pourquoi ils étaient comme ça. Certes, vous ne vous attachez pas à ces adolescents, mais vous n'êtes pas là pour ça. Et c'est tant mieux, parce que en fait, ils vont commencer à se foutre la trouille entre eux, d'accord, parfait, très bien. Sauf qu'il va aussi arriver des éléments cette nuit-là qui ne sont peut-être pas tout à fait de leur ressort, et ils vont se demander ce qu'il se passe. Ils commencent à avoir une trouille d'enfer. Ils pensent qu'il y a quelqu'un d'autre que dans la maison, ils ne savent pas. Et là, ça va monter dans l'escalade de l'horreur et vraiment de la peur, d'une peur intense qu'ils vont vivre, parce qu'ils n'arrivent plus à faire la différence entre ce qui a été créé par leurs amis et l'étranger, l'intrus potentiel de la maison. Et si vous voulez, encore une fois, eh bien, ils sont assez cons et barrés pour ne pas arrêter leur jeu et continuer malgré tout pendant un certain temps, parce qu'au bout d'un moment, ils rigolent plus du tout. Mais il y a un moment, ça les fait plus rire du tout. Malgré tout, ils peuvent pas s'empêcher de continuer à foutre la trouille pour être le meilleur, parce qu'en fin de compte, leur but, c'est d'impressionner et d'avoir fait la meilleure arnaque possible. Après, en ce qui concerne le récit en lui-même, je suis pas quelqu'un de très impressionnable, mais là, je peux vous dire
L'atmosphère, personnellement, j'ai trouvé excellente. Alors pas à dire que ça vous fout la trouille, il n'y a pas de gore, de choses comme ça, mais vous avez une atmosphère qui est hyper oppressante parce que déjà ils vont super loin pour se foutre la trouille, mais vraiment ils vont très très loin. Et en plus, il y a ce truc qui se passe en plus dans la maison et en fait vous ne savez jamais si ce qu'il se passe est juste une arnaque ou si vraiment vous avez un intrus. Est-ce que l'intrus est plutôt côté psychopathe quelque chose ? Est-ce que c'est plutôt un fantôme? Est-ce que vous savez pas en fait? Et vous vous faites mener en bateau du début à la fin. Une fois que le roman démarre, que vous êtes dedans, ça s'arrête plus. C'est-à-dire que c'est un enchaînement d'événements qui est là pour vous foutre la trouille, en tout cas pour foutre la trouille au personnage. Ça s'arrête pas, c'est hyper dynamique. Moi j'ai adoré, j'ai vraiment dévoré ce roman. J'ai beaucoup plus compris en fait le début du texte qui m'avait dérangé, ces 30 premières pages. Il faut vraiment aller au-delà, il faut vraiment que vous rentriez dans le récit, que vous lisiez une cinquantaine de pages et que vous rentriez et que vous ayez vraiment les premières frayeurs que vont s'amuser à se faire les amis les uns les autres. Et après, le final, pour moi, en tout cas pour moi, il est extraordinaire. C'est-à-dire que j'ai rien vu venir. Je n'ai pas compris du début à la fin. C'est-à-dire qu'à chaque fois déjà que quelqu'un foutait la trouille à l'autre, j'arrivais pas à savoir si c'était l'un des personnages ou si c'était le potentiel intrus de la maison. Je n'y arrivais pas, incapable de vous dire jusqu'à ce qu'on vous dise au fur et à mesure ce qu'il en était. Et le final, mais j'ai rien vu venir et j'ai adoré. Voilà, donc ça a été aussi une très bonne lecture, un début laborieux mais le reste pour moi a été excellent, mais vraiment je me suis fait vraiment plaisir, une écriture très spéciale, une mise en scène très spéciale, un personnage très spécial, donc je gage que c'est le genre de roman, ça passe ou ça casse, mais si ça passe franchement je pense que vous allez trouver ça super génial. Enfin pour cette update lecture je voudrais vous parler de Que la mort soit douce par Laetitia Danae et paru aux éditions Plume Blanche. Dans ce roman nous allons rencontrer Catel qui a une vie un petit peu compliquée parce qu'elle a perdu son papa avec qui elle était fusionnelle et sa mère ne s'en remet pas et du coup Catel a une existence quand même un petit peu compliquée, d'autant en fait qu'elle va vivre avec sa cousine Aurora qui a été plus ou moins recueillie par sa mère et que si vous voulez il y a quand même un favoritisme certain pour la cousine et que Catel se retrouve toujours à être un peu le canard boiteux, le vilain petit canard de l'histoire. Et la vie ne va pas être très paisible, mais la vie ne va pas être très longue non plus, puisqu'un destin attend Catel, celui de devenir une Santa Muerte. Donc, eh bien, elle est morte sans être vraiment morte, mais elle ne peut plus retourner dans sa vie d'avant, ça c'est sûr. Et en fait, elle a le destin de devoir aller faucher des âmes. Laetitia Danae ici a créé un folklore qui est très original, très profond, où on va retrouver au sein d'une espèce d'entremonde un memento mori qui est... on va dire une sorte d'intelligence, comme vous voulez, mais qui va prévenir des semeurs de mort et des semeurs de vie de leur fonction. Et donc les Santa Muerte font partie des semeurs de mort et elles vivent dans la Villa Santa, où vous avez les Santa Muerte, où vous avez les encous et où vous avez les faucheuses. Chacun a un petit peu son rôle. Si je l'ai lu il y a un moment, mais si je me souviens bien, en fait, les encous sont chargés de capturer entre guillemets les âmes des défunts, donc les fantômes, les choses comme ça qui ne sont pas parties une fois qu'elles étaient décédées. Quant aux faucheuses, elles vont détisser les fils de la vie et donc faire mourir les personnes quand il est l'heure pour elles. Quant aux Santa Muerte, pour moi, je les vois comme des personnes qui sont capables de faire les deux, tout simplement. Et c'est le destin qui attend Catel qui n'a pas du tout envie de devenir Santa Muerte, mais qui n'a pas vraiment d'autre choix. Et du coup, eh bien, elle va devenir la Santa Muerte de la douceur et elle va devoir, à partir de ce moment-là, accepter des missions et aller récupérer, faucher des vies, en fait, à droite et à gauche. Et donc, en fait, son but à elle, il faut savoir qu'elles sont 4 et qu'il y a une sorte de compétition et que celle qui marque le plus de points pourra devenir ce qu'on appelle la suprême. Et en fait, elle veut absolument devenir suprême parce que elle aime pas faucher des vies et que quand elle sera suprême, elle n'aura plus besoin de le faire. Elle a aussi une autre raison de devenir suprême, mais ça, je vous laisse le découvrir. On va donc en fait dans
dans cet univers suivre le présent de douceur de Catel, où elle est Santa Muerte, où elle va apprendre déjà qui elle est, ce qu'elle fait, ses nouveaux pouvoirs, et où elle va aussi faire des missions que le Memento Mori lui donnera. Elle va devoir aller faucher des âmes, mais aussi au fur et à mesure, on va suivre le passé de Catel, on va suivre sa vie quand elle était humaine, on va comprendre les tragédies qui lui sont arrivées jusqu'au jour où elle est arrivée au seuil de la mort. Je ne peux pas trop vous en dire sur les événements, sur ce qu'il se passe, etc. parce que je ne veux pas vous spoiler le roman. Sachez simplement que c'est un univers qui est extrêmement bien abouti, le folklore est bien fait, comment ça fonctionne, tout est bien fait, et vous avez des règles, et voilà. Laetitia Danae, par exemple, elle vous donne à chaque début de chapitre, voilà, vous avez des citations qui ont été dites par des Santa Muerte. Qu'ils soient bons ou mauvais, les gens doivent quand même mourir. Nous ne faisons pas obstruction à cette règle immuable, nous sommes cette règle. Sho Nguyen, l'engourdisseuse. Voilà, vous voyez un petit peu la richesse un petit peu de l'univers, c'est-à-dire qu'elle a vraiment bien tout travaillé et ça a été une excellente lecture. C'est un univers que j'ai adoré découvrir, que j'ai adoré suivre. Il s'agit ici d'un tome 1. Donc franchement, je lirai la suite avec plaisir parce que c'est un roman qui est très riche et surtout qui est très original. Voilà, c'est pas quelque chose que vous allez lire tous les jours. Alors par contre, quand je l'avais acheté avec la Santa Muerte, je pensais qu'on allait se retrouver dans une ambiance plus Mexique, etc. Mais alors pas du tout. Là, c'est moi qui me suis fourvoyée en beauté. Ça ne sait pas du tout, vous n'allez pas du tout vous retrouver dans le Nouveau-Mexique ou des choses comme ça. Moi personnellement, je n'ai trouvé aucune longueur à ce roman, on a juste les explications qu'il faut. J'aurais peut-être apprécié un petit glossaire avec justement le Memento Mori, Ankou, faucheuse, Santa Muerte, avoir une petite définition. Je pense que voilà, ça j'aurais peut-être apprécié, c'est peut-être le seul petit point, mais pour le reste j'ai trouvé ça génial. Voilà, j'en ai terminé avec ce nouvel update lecture spécial Pumpkin Autumn Challenge. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, à toutes et à tous, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, bye.